Bonjour Gilles, tu es très, très haut. Pardon? Il va falloir que je règle. Non, non, rien, rien, c'est une question. J'écoutais votre Bref, discussion et quelque chose évidemment d'évident, me frappait, c'est que, hem, ce que vous exprimez, c'est exactement le résultat de plus de 30 ans de néolibéralisme pendant lesquels le choix de fond, le choix politique fait, c'est de diminuer massivement la part consacrée dans la valeur, ajoutée, la part consacrée aux salariés et à l'investissement pour donner le plus possible à l'actionnaire. On a donné à l'actionnaire. On ne peut pas en même temps acheter des ingénieurs, créer des ingénieurs. Pourquoi on ne forme pas des ingénieurs? Pas parce qu'on est bête, mais parce qu'ils n'ont pas de travail. En tout cas, on ne peut pas en former énormément parce qu'à ce moment-là, il y aurait un chômage de masse des ingénieurs. Donc, comme on ne consacre pas une part suffisante des du surproduit social, c'est-à-dire de ce qui est gagné par les entreprises. On ne, cons on ne consacre pas une part suffisante à l'investissement, à la recherche et développement et au paiement des salariés. Évidemment, on n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup de recherche et développement, pas la possibilité d'avoir beaucoup d'ingénieurs, et donc on donne beaucoup d'argent, on fait des milliardaires comme la Terre n'en a jamais produit, qui sont effectivement des milliardaires occidentaux, mais en contrepartie, la richesse réelle, elle s'envole dans les paradis fiscaux parce que les milliardaires ne peuvent rien faire de leur argent tellement ils en ont, et la richesse réelle, c'est-à-dire celle du travail humain, la seule chose qui produit de la richesse, elle s'envole, elle est en Chine, elle est en Inde, elle est en Iran, elle est partout dans les BRICS. c'est très juste Gilles. Nous, on en parle régulièrement depuis toujours, et en tout cas depuis qu'existe Fréquence Populaire. Et avant, pour ma part, c'est ce que tu dis, la production de milliardaires d'un côté, l'augmentation de la richesse des plus riches, la destruction du travail en France. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, J.D. Vance a fait un discours. Et ce qui est amusant avec l'administration Trump, à quoi qu'on en pense, c'est qu'ils disent souvent tout haut ce que la réalité des choses. Et donc J.D. Vance a fait un discours en disant bon, la globalisation, l'objectif, c'était de faire produire des trucs en plastique de mauvaise qualité à des pays en voie de développement, et que ça se maintienne comme ça et que nous conservions la domination sur le monde. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est passé. Ils se sont renforcés, ils ont produit des ingénieurs. Maintenant, ils rivalisent avec nous sur la haute technologie. C'est plus possible cette globalisation. Et l'Union européenne c'est ce système de destruction de l'État-nation, du travail, de la mise en concurrence des uns contre les autres, de la dédélocalisation, avec les conséquences graves que ça a pour nous. Il faut bien comprendre que nous sommes en ce moment dans une grande bataille, euh, une bataille politique de fond tout à fait décisive entre deux groupes de milliardaires, car je lis sur les réseaux sociaux, j'entends ici et là toutes sortes de critiques qui se pensent marxistes, ou qui se pensent de gauche, ou qui se pensent progressistes, qui disent oui, mais tous ces gens-là, ce sont des riches, ce sont des exploiteurs. Ah là là. Bon, c'est vrai, hein. Mais en fin de compte, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont salariées, qui sont employées par des employeurs qui sont des exploiteurs, des riches, etc. C'est-à-dire que cette vision bon marché du marxisme ne mène à rien. Il y a deux groupes de milliardaires qui se battent dans une bataille qui est très importante pour l'avenir de l'humanité. Un groupe euh, totalement euh, coupé des réalités, autour du World Economic Forum de Davos et des dirigeants de l'Union européenne,
est partisan de la globalisation jusqu'au bout, c'est-à-dire du mondialisme, c'est-à-dire du fait que dans une société liquide, comme dit George Soros, tous les individus seront sur le même plan face à un certain nombre de multinationales, pas très nombreuses, qui représenteront le pouvoir et la puissance dans le monde. Et tout cela trouvera une harmonie parce qu'on aura mis fin aux nations et aux frontières qui sont les sources de la guerre. Ça, c'est la philosophie à 3 sous de gens qui, avec cette philosophie à 3 sous, se sont enrichis de manière extraordinaire. Ça, c'est un camp, c'est le camp de Macron, par exemple, ou de von der Leyen, ou des imbéciles qui sont à Bruxelles. Et il y a un autre camp qui vient de remporter une victoire importante, qui est la prise de contrôle de la présidence des États-Unis, qui est le camp que j'appellerais des patriotes. Un camp qui dit, si il y a des nations, il y a une possibilité de régulation. Si il y a des nations, il y a une possibilité de conservation d'une société qui se tienne et qui soit cohérente. Parce que la fameuse société merveilleuse, liquide, mondialisée de Soros, c'est une société dans laquelle tout va mal, les nations se décomposent, plus personne n'a la capacité de peser sur le réel, et les seuls qui peuvent l'emporter, ce sont les États totalitaires, autoritaires, comme la Chine. La nation, c'est le seul moyen qu'existe une puissance liée à une démocratie. Alors vous me dites, mais Trump, c'est les fascistes. Eh oui, voilà. Ben non, Trump, c'est pas les fascistes. Trump, c'est aujourd'hui la seule perspective qui s'ouvre, qui ne soit pas celle d'un totalitarisme. Bien sûr, il vient de la droite. Bien sûr, il est riche. Bien sûr, il est exploiteur. Bien sûr, il est capitaliste. Alors, tous les marxistes à 3 sous de la gauche mondialiste qui défilent dans les rues avec des portraits antisémites, évidemment, tous ces gens-là considèrent que c'est très mal et que je suis un néo-nazi. Certainement. Mais la réalité est un peu comme moi. C'est-à-dire qu'elle voit que la seule possibilité d'un fonctionnement de type démocratique, c'est le fait qu'un État, avec toute sa puissance, puisse créer une situation qui, à l'intérieur, permet la démocratie. Je terminerai par cette formule de Jean Jaurès qui disait un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme en rapproche. Voilà, c'est cette idée-là qui est importante. Elle est aujourd'hui abandonnée en France parce que il n'y a pas en France de force politique consistante qui ait le projet de faire une nation forte, puissante, démocratique, républicaine. Il n'y a pas de force politique d'une taille importante qui ait cette perspective, ce qui est très dommage. Je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, que quand Gilles Casanova parle de marxisme et de Marx, je ne vais pas dévoiler tout son passé complexe, mais Gilles fait partie des gens qui connaissent, il se fait très très bien Karl Marx, et à peu près. Je ne l'ai pas connu personnellement, même si je... Non, personnellement, non. Sinon, tu aurais des pilules qui seraient très intéressantes à commercialiser, que nous serions prêts à vous fournir ici, et en prenant une modique somme sur la vente de chacune d'entre elles. Mais tu connais très très bien son œuvre, ainsi que l'œuvre de à peu près tous les grands révolutionnaires de gauche du XXe siècle. Je te laisserai un jour dire pourquoi, mais voilà. Sachez que Gilles Casanova fait partie des spécialistes, il sait de quoi il parle, et il fait partie des rares qui ont lu les livres dont il parle. Euh, voilà. Ce qui, chez les C'est marxistes, se perd un peu. Ça se voit assez vite d'ailleurs. c'est une faiblesse à laquelle je ne peux plus remédier. Euh, alors, on voulait parler aujourd'hui d'un sujet difficile avec toi, qui est polémique, qui va faire de la polémique sur notre fil. C'est celui de l'immigration, de l'antiracisme. Il y a eu plusieurs éléments, plusieurs événements ce week-end, cette semaine, à ce sujet. Il y a un affrontement à l'Assemblée nationale sur le sujet de l'immigration, de la criminalité et du narcotrafic.
Mais je trouve que ça tombe bien, de parler de ce sujet par l'entrée que nous avons faite, en parlant de ce problème d'ingénieurs, qu'on n'a pas assez de d'accaparement, de la richesse produite par, les milliardaires et les millionnaires, heu, des délocalisations, du néolibéralisme voulu par, l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les chiffres de l'immigration sont quand même très, très importants, que ce soit l'immigration, heu, liée, aux demandes d'asile qui ont été multipliées considérablement depuis le début du, 21e siècle, depuis l'an 2000, que ce soit l'immigration, par regroupement familial, que ce soit les étudiants, que ce soit les clandestins. Or, dans le même temps, on se désindustrialise et on sait que les grandes vagues d'immigration antérieures, ont été, faites, et bah, pour, travailler en France, travailler dans le bâtiment, travailler dans l'industrie. Le patronat a fait venir beaucoup, beaucoup, d'ouvriers d'Afrique, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Puis après, il y a eu le regroupement familial, bah, parce que les pauvres gens n'allaient pas rester tout seuls, mais il y avait du travail et il y avait une très forte intégration par le travail. Parce que au travail, parce que parlant français, parce qu'en étant dans la société française, parce que les syndicats étaient forts, parce qu'il y avait une école des syndicats. Or, tout ça, c'est complètement étiolé et pourtant, on a une immigration toujours aussi massive. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette immigration aussi massive? Alors, je vois que Gilles a un peu disparu. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là, Gilles. Il est Mais là. il est là et il Il est est là. sous l'écran. Et alors, si j'étais le réalisateur, je te mettrais de l'autre côté de l'écran parce que là, j'ai l'air de regarder, tout à fait ailleurs et pas regarder vers toi. Voilà, là, je te J'ai vu regarde. ça, cette magie de la régie, c'est Ah, extraordinaire. c'est extraordinaire. Et là, on voit bien que je te regarde. Bon. Et donc, on a une immigration qui semble, qui est décorrélée du besoin de travail. Mais si je ne me trompe pas, c'est 17% des immigrés récents travaillent. Peut-être le chiffre n'est pas le bon. Et cette semaine, disons que je dis, on a eu des affrontements assez importants euh, sur la question de l'immigration liée au racisme. Donc on a eu la marche organisée par la gauche contre le racisme de ce samedi. Il y a eu une agression d'un rabbin, du rabbin d'Orléans, donc un rassemblement dimanche soir à Paris contre l'antisémitisme. On a la question carcérale. On reposera une question que nous ont posée plusieurs auditeurs, spécialement à vous, Gilles. Euh, et on a le problème global évoqué par Emmanuel Todd dans sa dernière interview sur Fréquence Populaire. À savoir que d'un côté, on a une gauche qui a un peu perdu ses repères et qui est dans une logique welcome migrants, mais sans logique d'intégration et sans qu'il y ait réellement de travail. Et de l'autre côté, un fanatisme anti-immigré à l'extrême droite, euh, où il ne faut plus d'immigrés du tout, sachant que nous avons un pays de vieux où un tiers a plus de 65 ans et où la natalité est très faible. Alors d'abord, Gilles, qu'est-ce que tu penses de ce problème d'arrivée massive d'immigrés sous différentes formes et en même temps, fin du travail? C'est quoi la logique? Alors, la première chose déjà qu'il faut mettre sur le côté, ce sont les étudiants étrangers. Ça, c'est formidable. Il faut en accueillir parce que plus on forme de personnes étrangères, plus ensuite, quand elles vont retourner dans leur pays, elles vont être des gens qui connaissent la France, qui éventuellement aiment la France et qui, lorsqu'elles auront besoin de ressources pour leur pays, se tourneront vers des compagnies françaises, vers des dispositifs français, vers des savoir-faire français. Donc là, on est dans quelque chose qui est gagnant, à une condition, c'est que ces étudiants étrangers retournent dans leur pays. Pas si le fait de faire des études est un prétexte pour s'installer ici, où la vie est plus agréable que dans leur pays,
où il faudrait, pour que la vie soit plus agréable, qu'elles mènent des combats politiques et sociaux, ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Il vaut mieux regarder la télévision. C'est un des problèmes de notre époque. Donc ça, c'est les étrangers. Mais le problème des étrangers, c'est que tendanciellement, on en a plutôt moins. Maintenant, ils préfèrent les pays dans lesquels on apprend en anglais, c'est-à-dire l'Allemagne, où on étudie en anglais. Il y a aussi la Bretagne. Les écoles bretonnes font leurs cours de sciences en anglais plutôt qu'en français. Bon, alors ça, c'est le problème de la force de la langue. Mais ensuite, le reste de l'immigration, il faut bien comprendre que nos dirigeants, ceux de Bruxelles et de Davos, ont choisi le remplacement. Oui, ils ont choisi le remplacement. Vous pouvez tourner le bouton et dire c'est un nazi, je ne veux plus l'entendre. Sinon, vous pouvez rester écouter. Prenons un exemple. Le problème de la natalité en France. Quelle est la première difficulté pour avoir des enfants en France? C'est d'avoir un premier enfant. C'est ceci qui, en France, est le plus difficile. Si vous êtes un jeune couple, vous voulez un premier enfant, ça va vous coûter très cher, vous n'allez pas être aidé, et donc vous allez remettre les choses à plus tard. Le seul problème, c'est que quand moi, j'étais lycéen, on se mariait à 19 ans en moyenne et on avait le premier enfant entre 20 et 21 ans. Aujourd'hui, on se marie à 29 ans en moyenne et on a le premier enfant entre 30 et 31 ans. Alors évidemment, si on attend des jours meilleurs, il devient plus difficile pour une femme notamment d'avoir un premier enfant. Donc, en ayant un dispositif qui défavorise le premier enfant et commence à aider à partir du troisième et surtout du quatrième et du cinquième, qu'est-ce qu'on fait? On favorise des familles qui viennent de cultures dans lesquelles on a l'habitude d'avoir 5, 6, 7, 8 enfants pour des raisons évidentes, c'est que les enfants mourant largement en bas âge, comme c'était le cas ici il y a 2 siècles, on a beaucoup d'enfants sans limite. Alors, Plus quelques familles catholiques, mais qui oui, sont j'allais ajouter quelques familles catholiques, en général assez riches, pour nourrir tous les enfants et qui forment au total quelques dizaines de milliers de personnes sur une nation qui est proche de 70 millions. Donc, c'est-à-dire, c'est à peu près l'équivalent du CO2 de production humaine dans l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire rien. Et, euh, eh oui, eh oui, il est affreux, il est vraiment nazi. Euh, Donc, on favorise l'arrivée des étrangers, on favorise ensuite les familles étrangères qui ont de nombreux enfants et on dissuade les familles françaises d'avoir des enfants. Il n'y a pas besoin d'être Monsieur Cochet, euh, ministre français écologiste, disant il faut arrêter de faire des enfants, d'abord parce qu'ils vont manger toute l'atmosphère et produire du gaz carbonique, et ensuite il faut faire de la place pour les migrants qui arrivent. Si vous faites des enfants, il n'y aura jamais assez de place pour les migrants. Ça, c'est la philosophie du remplacement. Pourquoi remplacer? Parce que vous allez me dire, bon, toute votre histoire, c'est charmant, ça ressemble à du Zemmour en plus hard, mais pourquoi remplacer? Mais c'est très simple. Pourquoi remplacer une classe ouvrière qui a des traditions de lutte établies, qui depuis plus de 150 ans est formée sous forme de syndicats, de partis politiques, d'écoles de formation et syndicales et politiques, et qui n'a pas accepté dans le temps qui s'est écoulé depuis 150 ans, de passer sous tous les diktats de ceux qui détenaient les moyens de production, pour parler comme Marx. Et regardez, en 36, cette classe ouvrière, elle impose des conquêtes sociales. En 68, elle en impose d'autres. En 45, elle en avait imposé encore plus. Et aujourd'hui, eh bien, comme on l'a dissous dans des personnes qui, dans un flux migratoire essentiellement composé de clandestins qui sont arrivés dans des conditions terribles,
en traversant la mer, en voyant une partie des gens qui sont sur le bateau tomber à l'eau, en étant éventuellement réduits en esclavage en Libye pendant quelques mois, c'est-à-dire recrues des pires efforts. Quand ils arrivent ici, ils sont prêts à tout accepter. Ils ne ressemblent pas du tout à la classe ouvrière de 36, de 45 ou de 68. Ils ressemblent à des gens qui sont corvéables à merci et qu'on va utiliser dans des secteurs où on va rehausser ainsi le taux de profit. Donc vous voyez pourquoi le fonctionnement dérégulé du capitalisme qu'impose le néolibéralisme favorise ce remplacement, pourquoi il a été décidé par les amis de Davos et de Bruxelles, et pourquoi il est organisé comme tel. Regardez les dispositions de l'Union européenne, elles interdisent de renvoyer les étrangers, même quand ils ont fait les pires choses. C'est-à-dire que une fois que les passeurs leur ont mis le pied sur le pays, ils sont là, ils sont chez eux, exactement ce que nous dit l'extrême gauche qui, elle, n'est même pas payée pour le dire. Donc, selon vous, Gilles Casanova, il s'agit en fait, si on reprenait une terminologie marxiste, de constitution d'une armée de réserve du capital, corvéable à merci et non imprégnée des luttes du passé De ouvrier français. remplacement, pas de réserve. La réserve, ça veut dire que quand il y a un problème ou quand il y a une grève, on les fait intervenir. Donc c'est de remplacement. Mais alors, même de remplacement, alors, là, votre analyse me pose un problème, c'est que, spécifiquement en France, ces immigrés de remplacement, vous dites, bah, vu les lois françaises, vu l'universalisme de la République française, vont finir par obtenir des papiers ou être même français. Ou ils auront des enfants qui, eux, vont être français, en tout cas selon les lois actuelles. Et Non. ces enfants, quelles que soient les origines de leurs parents, bah, vont se retrouver à être français et donc plus très intéressants pour ces mêmes capitalistes, puisque ils auront eux aussi des droits qui les rendront donc moins corvéables que celui qui débarque directement d'une embarcation et qui a évité 10 fois la mort en arrivant jusqu'ici. Non. Je vous réponds non. Pour deux raisons. D'abord parce que aujourd'hui, ce qui apparaissait à la classe ouvrière française comme des conquêtes du mouvement social, des grèves et des luttes, apparaît aujourd'hui simplement comme un droit créance, comme ici, c'est la France, donc j'ai droit à ça. On ne me le donne pas, ben, j'ai droit, alors je vole, alors je deviens délinquant, je ne m'organise pas dans des organisations politiques ou syndicales. Non, c'est pas ça qui se passe. Il se passe une réaction de type violence locale et pas une réaction de type organisation collective. L'organisation collective, ça suppose qu'il y ait du commun. Or, tout est fait pour qu'il y ait le moins de commun possible. Ces migrants, on les renvoie à leur civilisation d'origine. On leur dit, mais oui, le voile dans le sport, c'est formidable. Vous avez vu le gouvernement veut mettre le voile dans le sport. On essaye d'en faire des communautés séparées, séparées des Français, séparées entre elles, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette communauté nationale dans laquelle s'épanouit le syndicalisme et éventuellement une sorte de contestation pour un peu plus de libération de l'humanité souffrante. Donc tout ça, c'est parfaitement cohérent, ça se tient. Et cette nouvelle génération, regardez, cette nouvelle génération, elle n'est pas combative. Est-ce qu'elle fait des grandes grèves? Vous voyez les grandes grèves animées par des jeunes? Non, vous ne voyez pas. Et pas seulement parce qu'on ne vous les montre pas, mais parce qu'elles n'existent pas. Alors bien sûr, il y a des leaders syndicaux issus de l'immigration, bien sûr, heu, tout à fait. Mais heu, ça n'est pas l'hirondelle qui fait le printemps. Sur ce sujet, on va passer après aux questions d'antiracisme, instrumentalisé ou pas. Il est, euh, il est difficile de se faire une idée de l'évolution des trajectoires des immigrés en France.
Tout à l'heure, Ouattou disait, vous êtes vous-même immigré. Oui, partiellement, mais ceci n'est pas le problème. Le problème, c'est de s'intégrer ou pas et de devenir français ou pas. C'est ça le problème, quelle que soit la couleur de peau et de religion, qui est secondaire selon ce que nous dit le premier article de notre Constitution. Excusez-moi de Le vous fait, interrompre, mais oui, est-ce que vous voulez participer pleinement d'une nation qui est 4 fois criminelle contre l'humanité, vous dit Emmanuel Macron, Vichy, la colonisation, la guerre d'Algérie, puis une 4e fois, je ne sais plus où. oui, mais Macron, Macron, il vous exprime ce que toute l'intelligence. Macron est dans la ligne. Mais trouvez des artistes qui ne vous disent pas ça. Trouvez-en des artistes qui ne vous disent pas ça. Trouvez-en des sportifs qui ne vous disent pas ça. Tout le système médiatique, artistique, sportif, culturel, présidentiel vous dit la France est une mer blafarde qu'il faut rejeter. Et vous arrivez de l'étranger et vous allez vous dire mais moi je veux être français parce que la France c'est bien. Non, vous dites j'ai des droits de créance, j'ai droit au RSA, j'ai droit au chômage, j'ai droit à, mais la France, elle, alors, vous Alors savez, bon, les études ont moi été personnellement, Macron, je pense que, il est l'héritier d'Adolphe Thiers et de tous les Pétains, c'est-à-dire tous ceux qui sont traîtres à la France, de multiples manières, et donc ses propos, ne me concernent pas. mais voyez, mais c'est pas à vous que je parle, mais regardez, une étude a été faite par le ministère de l'Intérieur, il se trouve que j'y étais à ce moment-là, pour essayer de comprendre ce que pensaient les jeunes de la seconde génération, c'est-à-dire nés en France, de familles immigrées. Et on leur demandait quel était le pays dont ils se sentaient le plus proches, le pays de leurs parents, la France ou un autre pays. C'est un autre pays dont ils se sentent le plus proches, les États-Unis d'Amérique. Oui, les États-Unis d'Amérique, qui arrivent avant le pays de leurs parents. Et ensuite, on leur pose, comme on se doutait un peu de la réponse, on leur pose la question, est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, quelqu'un comme vous pourrait se soigner? La réponse est non. Est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, quelqu'un comme vous pourrait espérer avoir un bon travail et une formation? La réponse est non. Est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, quelqu'un comme vous pourrait espérer avoir des droits sociaux comme en France? La réponse est non. Donc, ils savent parfaitement ce que sont les États-Unis. Et pourtant, ils s'y euh, euh, ils s'y reconnaissent beaucoup plus que dans la France, parce que quand on leur demande ensuite un peu librement de s'exprimer, je résumerai, on préfère le mettre au chaouche, c'est-à-dire on n'a pas le souhait de s'intégrer dans une nation qui se vit elle-même tellement négativement comme une sorte d'enfant perdu dans un empire dont on préfère se tourner vers la métropole de l'empire. Bon, on a des voyantes qui apparaissent sur le fil, c'est génial. Voilà. Donc, vous n'avez pas massivement une intégration comparable à celle qui a été celle des Italiens euh, à partir des années 30 ou Alors, celle des je vais Polonais précédemment, celle des ou des Portugais. Portugais, ou des Serbes, ou des Croates, mais je vais prendre le contre-pied, tenter de prendre le contre-pied, ce qui va être difficile avec Gilles Casanova. Le contre-pied est le suivant, c'est que nous vivons, on l'a dit, 3 générations, 30 ans maintenant de néolibéralisme et de destruction, heu, du travail en France, de désindustrialisation, de délocalisation, d'affaiblissement de la classe ouvrière. Ça, c'est clair. Malgré tout, pendant ces 30-35 dernières années, il y a eu un changement, effectivement dans la population française, et oui, je vois bien évidemment les problèmes qu'il y a avec certains jeunes issus d'immigration. On voit les problèmes dans les prisons, on voit les problèmes de criminalité qui sont parfois, surmédiatisés. Mais on a aussi, et moi je le constate, il y a 25 ans, à la télévision, il y avait un monsieur qui s'appelait Rachid Arabe. Il faisait un peu arabe de service dans le service, dans les médias. Il n'y en avait pas beaucoup, disons. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément, malgré le fait que nous soyons dans une situation de crise économique, sociale et morale depuis 30 ans.
d'effondrement du travail et donc de difficultés d'intégration, parce que quand il y a moins de travail et que la richesse s'en va, c'est plus compliqué. Et pourtant, je me promène dans le métro, je veux bien que les policiers soient tous d'horribles racistes venus d'Afrique du Sud. Enfin, je constate que un bon gros tiers de la police, si ce n'est plus, en particulier des policiers les plus au contact et les plus durs, viennent de l'immigration. Hein. Ça se voit au faciès, comme on dirait. Il y a des commissaires de police dont les parents ont immigré du Maghreb. Il y a des dentistes, il y a des chirurgiens, il y a des chefs d'entreprise, il y a des boulangers, il y a des et en fait, beaucoup plus qu'il y en avait il y a 40 ans. Donc, en fait, il y a une vraie système, il y a quand même une intégration qui fonctionne à la française, y compris par assimilation. Ben, il me semble que même sur CNews, un des spécialistes des violences dans les cités est quelqu'un qui, par son nom, est visiblement d'origine des pays du Maghreb. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un processus d'intégration qui fonctionne? Vous vivez trop sous l'emprise des médias. C'est-à-dire que si on vous dit ça baisse, il faut que ce soit à 0 tout de suite. Si on vous dit ça monte, il faut que ce soit à 100 tout de suite. Non, il faut voir les tendances. Parce que sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, une tendance de 3% sur 30 ans va faire beaucoup. Bien sûr, ce que vous dites existe. Il y a des gens qui s'intègrent, heureusement. Si c'était 100% qui ne s'intégraient pas, mais ce serait la guerre. Avec l'intégration qui existe, telle que vous l'évoquez, on a quand même 70% des gens dans les prisons qui sont en lien avec l'immigration. 70%. Ça vous dit quelque C'est chose? le chiffre, vous le confirmez? 70%, oui. Autour de 70, 77, 72, 68. Il y a plusieurs lectures. Et puis, en lien avec l'immigration, c'est évidemment toujours un peu flou. Mais disons que si on prend les Français de souche sur 5 générations, vous n'allez pas en avoir beaucoup dans les prisons. Certainement parce que les juges sont racistes et les laissent courir. Bon. Alors donc, vous voyez bien que le problème n'est pas que tous les immigrés soient des délinquants. Vous savez, dans les prisons, on n'a même pas 100 000 personnes. Alors que on a 10%, presque 11% de la population française qui est née étrangère à l'étranger. Donc ça veut dire pratiquement 7 millions. 7 millions de personnes nées étrangères à l'étranger. Alors ça fait 70% sur quelque chose qui fait 60 000 personnes. C'est très très peu. C'est une toute petite poussière. La seule différence, c'est que c'est cette poussière qui transforme la société en une société, d'une société paisible en une société tendue. C'est ça la difficulté. Il n'y a pas des gens qui sont anti-immigration. Non, il y a simplement des gens qui sont des pauvres et qui vivent dans des quartiers dans lesquels on leur demande d'accueillir le chaos du monde et la misère du monde et de faire de la place. Parce que, vous savez, comment dire? Moi, là où je vis, il y a beaucoup de gens, qui parlent arabe, beaucoup de dames voilées, beaucoup de messieurs qui ont 4 épouses et tout se passe très, très bien. Tout se passe très, très bien. Parce que, au fond, ce ne sont pas des pauvres dans mon quartier. Je suis une exception. Alors effectivement, mais oui, je pense à différentes Mais campagnes. c'est pour ce qui est des écrans, les autorités de tutelle obligent à une présence, de personnes, de la diversité ou dites de couleur, si on veut parler, comme on parlait aux États-Unis dans les années 60. Donc, vous êtes obligé de recaler des personnes de qualité parce qu'elles sont blanches, françaises, quoi, européennes. Donc, c'est pas le signe d'une grande intégration, c'est le signe du rejet du français de souche. Alors ça, c'est une difficulté qui évidemment crée des problèmes dans la société parce que vous avez des gens
qui ont le sentiment que c'est une priorité donnée à l'étranger, que c'est la préférence étrangère. Alors ensuite, toutes sortes de théories qui ne sont pas progressistes se développent, bien sûr, à partir de cette préférence étrangère qui est réelle. Par exemple, vous-même, Georges, si vous prenez le métro, vous payez plein pot, hein, on est d'accord? Mmh. Non, vous prenez les transports, vous payez plein pot. Bon, imaginez que vous soyez sans papier. Bah non. À ce moment-là, on vous paye la carte de transport, au moins une partie. Et quand la présidente de la région Île-de-France a décidé que les sans-papiers ne seraient pas spécialement favorisés pour le transport, le Conseil d'État a dit non, non, non. Mais d'ailleurs, même le concept de sans-papiers est un peu étrange en France. Il n'est pas très bien compris dans d'autres pays, y compris dans les pays d'Afrique. C'est qu'on a des sans-papiers qui, en même temps, ont des cartes, tout un tas de cartes et tout un tas de droits. Alors qu'en fait, ils sont pas, Sans, sans ce papier sont- veut dire sans autorisation de séjour. oui, mais de facto, au quotidien, c'est un entre-deux, parce que ils ont aussi des papiers qui leur permettent de faire, comme vous dites, tout un certain nombre de choses. Vous avez parlé d'un phénomène, parce qu'il y a le phénomène, quand on parle des États-Unis comme. Oui. L'aide médicale leur ouvre les droits du transport. D'ailleurs, juste une question qui concerne, qui m'est personnellement assez incompréhensible. Pourquoi en France, on n'a pas de croisement des fichiers? Euh, les fichiers de la police ont l'air de fonctionner de manière autonome de ceux de la CAF, de ceux de la justice, de ceux de différentes institutions. Et même, semble-t-il, les fichiers terroristes d'institutions régaliennes ne sont pas croisés. Comment cela se fait-il? Et quelle est la logique derrière, en fait? On essaye de maintenir un tout petit État démocratique, hein. Si vous croisez tous les fichiers, vous êtes dans un État totalitaire. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez savoir tout sur les gens honnêtes. Et les gens qui truquent, vous n'allez pas savoir parce qu'ils figurent avec des faux papiers, avec des faux documents, avec des fausses attestations. Donc vous allez avoir un État totalitaire pour les gens honnêtes et puis la même liberté pour les autres. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez dit certains jeunes disent que le premier pays auquel ils font référence, c'est les États-Unis. Pas Je certains, pense. une majorité. Pardon? Pas certains, une majorité. Pardon, une majorité font référence aux États-Unis, mais je dirais qu'il y a une majorité en réalité aussi chez ceux qui sont français de souche ou les ancêtres ont émigré il y a longtemps. C'est peut-être dû à l'acculturation générale de l'Europe aux États-Unis, qui passe par tous les canaux de films, de séries, de publicités, d'applications, bref, et d'inféodation de nos dirigeants, dont la plupart sont passés par les Young Leaders ou différents think tanks. Nécessairement, ça doit avoir un effet y compris sur les jeunes, qu'ils soient d'origine immigrée ou français de souche. Les Il États-Unis semblent être le il n'y a pas firmament. il n'y a pas d'études comparatives sur la jeunesse française. Je veux dire la jeunesse non issue de l'immigration. Il n'y a pas Non, d'études bien sûr, mais comparatives. on le voit bien, Ah, enfin, c'est une sorte de vous tendance forte, y compris ceux qui ont des enfants. On voit bien, mais malgré les efforts qu'on peut faire, la puissance des États-Unis. cependant, on a des études faites tous les ans sur vous sentez-vous français, européen, machin, et cetera, et cetera. Et on a un isolement des 18-25 et les 18-25, ben, ils se sentent français, globalement. Ceux qui ne sont pas issus de l'immigration ne se sentent pas états-uniens. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la passion d'aller manger dans un McDonald's. Vous savez que le premier pays du McDonald's dans le monde, c'est la France. Pays de la gastronomie, naturellement, tout ça va ensemble. Alors, il y a des Euh, explications que je vous donne pas, hein, mais le 1er pays en consommation de McDonald's par habitant, c'est la France. alors vous parliez, oups là, pardon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On a un problème de décalage avec le serveur, pardon. Oui.
J'ai personnellement pu constater dans des ce qu'on appelle les quartiers en difficulté, en particulier dans le nord de la France, dans les banlieues de Lens, heu, que, l'immigration est souvent, enfin actuellement est d'abord, concurrence l'immigration précédente, même l'immigration d'avant-hier, l'immigration d'hier. Dans des zones à très, très, très fort chômage, à très grande difficulté sociale et économique, ce sont des gens dont vu clairement, le nom, heu, manifeste qu'ils, viennent eux-mêmes ou leurs parents, enfin plutôt leurs parents d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, et c'est eux qui sont en concurrence immédiate avec d'autres, immigrés fraîchement arrivés. De la même manière que s'appeler Karim ou Mamadou ne protège pas, dès lors qu'on est français, ne protège pas les travailleurs détachés. Et on a, un Vous affrontement, évoquez entre immigrés et ceux qui sont ici et qui ont déjà pas de travail, quelles que vous soient leurs origines. Mais c'est le projet de Davos et de Bruxelles, cette concurrence. Vous vous rendez bien compte que la concurrence, elle va jouer en faveur du moins-disant, c'est-à-dire elle va jouer en faveur de l'employeur. Donc le but du remplacement, c'est pas de remplacer une fois pour toutes la classe ouvrière française par une classe ouvrière qui viendrait de je ne sais où et qui serait plus malléable, c'est en permanence d'avoir une pression migratoire à travers le travailleur détaché comme à travers le migrant clandestin, une pression qui fait toujours une pression à la baisse pour les salaires, à la baisse pour le prix de la force de travail. Et il n'y a absolument aucune raison de se priver, de concurrencer l'immigré qui est là depuis 5 ans et qui a été régularisé avec la circulaire Valls par un immigré qui est là depuis 5 jours et qui va tout accepter, alors que l'autre, régularisé avec la circulaire Valls, va commencer à faire des manières. On est d'accord. Alors ce week-end a été, il y a eu ce week-end des manifestations, du samedi, contre le racisme, en France. J'ai vu ça en une d'El Moudjahid, qui considère que c'est des manifestations pour l'Algérie. El Moudjahid, c'est le journal officiel du parti au pouvoir en Algérie, qui considère que, voilà, c'est la réponse à tous ces Français anti-algériens qui s'agitent depuis des semaines et des mois. Bon, ça c'est l'avis d'El Moudjahid. Hem, Vous savez, c'est bien d'avoir des amis qui ont du pétrole. et avant d'aller parler de la manifestation, je voudrais avoir votre avis puisque vous avez travaillé au ministère de l'intérieur. Heu, il y a un racisme, dont on parle peu, qui est le racisme intracommunautaire. Dans une société où on valorise le communautarisme plutôt que, l'intégration, universaliste républicaine, on a des affrontements, heu et des mots, peu amènes entre, noirs et maghrébins, entre maghrébins de tel pays et tel autre pays, entre, africains de tel pays et tel autre pays, entre asiatiques et africains, ainsi de suite, entre, sénégalais et bangladais, entre bangladais et chinois, que sais-je. Est-ce qu'il y a une montée, de ces affrontements et du racisme intracommunautaire en France? Ben, c'est du bonheur. De quoi vous plaignez-vous? Si vous voulez être sûr de ne pas avoir de constitution, d'un nouveau mouvement ouvrier international sur le sol français, comme le disaient les maoïstes dans les années 70, en plaidant pour l'immigration et en étant la matrice idéologique de tous ces gens-là, hein, eh bien le bon moyen, c'est qu'ils soient dans des communautés et que ces communautés soient en permanence en conflit les unes avec les autres. C'est du bonheur. De quoi vous plaignez-vous? Tout ça, alors c'est pas forcément organisé, mais enfin ça tombe bien. Donc comme ça tombe bien, on va pas se plaindre. Oui, mais si vous confirmez, c'est une réalité. C'est quelque chose Ah qui, ben, augmente. bien sûr, c'est une réalité, c'est un bonheur. C'est un Alors, bonheur. c'est un Comprenez bonheur, bien. Comprenez bien que c'est un bonheur pour qui détient les moyens de production et souhaite avant tout faire le plus de profit dans le moins de temps possible. Moi, je vous tiens pas un discours de marxiste échevelé qui veut une révolution bolchevique. Je vous tiens le discours d'un homme qu'on appelait jadis de centre-gauche,
qui vous dit: «Il faut une régulation au capitalisme, sinon, comme le disait Jean Jaurès, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage». Sans la régulation, du capitalisme tel que le Conseil national de la résistance, l'avait conçu en 1945, nous allons vers, heu, un avenir épouvantable. Pourquoi le Conseil national de la résistance en 45 veut réguler le capitalisme? C'est quand même des drôles de gens. C'est les nazis les méchants. Donc pourquoi réguler le capitalisme? Parce que le capitalisme sans limite, le capitalisme sauvage a produit les nazis. General Motors, Ford, IBM, toutes ces compagnies qui ont mis en place Hitler, euh, tout ça, c'est une logique du capitalisme sans contrôle qui produit le nazisme. Donc, si on veut éviter le retour du nazisme, il faut réguler le capitalisme. Le Conseil national de la résistance, c'est pas un rassemblement de bolcheviks qui veulent interdire la propriété privée des moyens de production. Ce sont des gens qui disent le capitalisme livré à lui-même sans aucun contrôle, cela finit par produire des situations affreuses comme celles des années 30 qui ont mené à la guerre, comme celles des années 10 qui ont mené à la Première Guerre mondiale. C'est à la suite de ces deux expériences qu'ils disent il faut réguler le capitalisme. Et depuis, notamment en France depuis 1983-84, on dit non, non, plus de régulation. Eh bien, vous voyez, tout ça revient. Mais justement, dans les manifestations de samedi, manifestations antiracistes dans toute la France, heu, Anti-CNews, oui, c'est ça. à moins que ça m'ait échappé, on n'a pas non plus beaucoup parlé de racisme intracommunautaire. C'était seulement de racisme, blanc contre maghrébins et noirs, si je comprends bien, parce qu'on ne parle pas non plus beaucoup des asiatiques qui subissent des violences parfois. C'était de réticence au voile et à la charia, hein, c'est ça la condamnation. Hein. On a condamné l'islamophobie. L'islamophobie, c'est la résistance à la charia et au voile. Est-ce que vous résistez au voile? Ah, pour vous, évidemment, vous n'allez pas vous voiler. Ah, vous ne faites pas le ramadan déjà. Bon, c'est la preuve que vous êtes un peu islamophobe. Enfin bon, bon, vous méritez peut-être pas de le faire. Mais euh, la question clé de cette manifestation, c'est la question de la défense du communautarisme islamique. C'est le sujet de cette manifestation. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est du blabla. C'est du blabla. Est-ce qu'il n'y a pas de phénomène raciste en France, entendu tel qu'il est entendu par certains mouvements de gauche? Est-ce qu'il y a une explosion des cas de racisme enregistrés par le ministère de l'Intérieur, de procédures judiciaires? Est-ce qu'on est devant quelque chose de notable en phénomène de société ou pas? Oui, Ou alors, dans ce cas, c'est une instrumentalisation? non, 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 sur un point, il y a effectivement une augmentation significative, c'est l'antisémitisme. Mais je ne suis pas sûr que cette manifestation luttait contre l'antisémitisme. J'ai regardé des affiches, c'était pas trop ça, ça ressemblait un petit peu aux affiches des années 30 de Je suis partout. Alors, il y a eu des manifestations. Le problème du racisme, il est produit notamment par cette situation où on demande aux plus pauvres d'accueillir plus pauvres qu'eux et où, en plus, on donne à ces plus pauvres des avantages qu'on leur refuse à eux. Alors après, vous dites il y a du racisme. Oui, mais ça c'est sûr, c'est inévitable. Vous savez, Welcome réfugiés, c'est crié par des gens qui sont dans des quartiers où il y a peu de réfugiés qui peuvent se permettre de venir, ou alors si, des réfugiés ukrainiens avec des Mercedes, très grosses Mercedes. Mais ça, c'est la Côte d'Azur. On a eu également ce week-end, dimanche soir, un rassemblement à République, si je ne me trompe pas, contre l'antisémitisme. Alors, on a eu un affrontement entre les chefs de file. C'est assez étrange d'ailleurs ce week-end sur cette question, parce que samedi, on avait certains qui appelaient aux manifestations antiracistes, en particulier la CGT et le PCF, qui se désolidarisaient de la France insoumise
en sous-entendant qu'ils étaient un peu antisémites ou qu'ils pourraient sembler l'être et que ça les gênait aux entournures. Et d'autres plus proches de la France insoumise qui disaient mais non, c'était une manifestation contre le racisme, bien évidemment, cela inclut la lutte contre l'antisémitisme. Et le lendemain, manifestation, rassemblement contre l'antisémitisme à République, suite à l'agression du rabbin du rabbin d'Orléans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le rabbin d'Orléans. Est-ce que cette lutte contre l'antisémitisme, lutte contre le racisme, n'est pas une instrumentalisation par des formations politiques de gauche et de droite du conflit entre Israël et les Palestiniens? Est-ce que c'est pas ça qui est en fait derrière ces manifestations? Est-ce que c'est pas chacun ayant son camp défend ceux auxquels il donne le plus de gages dans ce conflit qui ne concerne pas la France directement? Vous êtes d'une innocence, remarquable, Georges, ça vous honore. Non, ces gens ne s'intéressent pas du tout au conflit israélo-arabe. Ils n'en ont rien à faire. Ils s'intéressent à leurs électeurs qui vont leur donner 1,89 € pendant 5 ans. Tous les ans. Ça, oui, ça compte. Et alors les uns Vous êtes pensent d'un que cynisme insupportable. les uns, en soutenant Netanyahou, vont ramasser des électeurs, les autres, en soutenant le Hamas, vont ramasser des électeurs. Et tout ça permettra d'avoir un vrai train de vie pour les 5 ans prochains, après la dissolution qui ne manquera pas d'arriver. C'est tout. Vous savez, là-dedans, le nombre qui est prêt à aller s'engager à se battre sur le terrain, pour les uns ou pour les autres, il n'existe pas. Non, c'est pas l'importation du conflit en vrai, c'est l'importation du spectacle du conflit pour faire du business. C'est très Un cynique. peu comme Ce sont des un peu comme en idées. Ukraine, c'est l'importation de l'image du conflit. On a plusieurs volontaires pour la guerre qui ne sont pas très volontaires pour y aller eux-mêmes en Ukraine. Le président Ouais. par exemple, Vous voyez, Gilles, le président Macron pourrait valablement aller sur le terrain en Ukraine. Il aime bien les tenues militaires, ce serait l'occasion pour lui. voilà, maintenant, à cause de vos remarques, on se moque de moi, Gilles. On m'appelle Georges le chérubin. Mais je pose des questions, les amis. Je veux bien faire un peu il faut bien faire la controverse, l'opposition. Euh, donc le spectacle de la guerre instrumentalisé pour des raisons électorales. Est-ce que vous croyez que cette instrumentalisation électoraliste d'un conflit externe à la France peut conduire à des choses encore plus graves que juste des manifestations, quelques échauffourées et une agression contre un rabbin? Est-ce que Vous ça avez peut raison, tourner bien plus sûr, grave? bien sûr. Vous craignez quoi, par Vous exemple? savez, c'est comme tout ce qui se rapproche de la guerre. On sait comment ça commence et on ne sait pas le finir. Donc, on a au départ des gens qui font un calcul cynique et puis ensuite, il y a les résultats de tout cela et qui sont, imprévisibles. Bien sûr, parce que vous pouvez tout à fait avoir des jeunes, dans des banlieues difficiles qui considèrent qu'il faut aller brûler la synagogue, pour défendre, les droits légitimes du peuple palestinien. Vous avez moins de jeunes, de confession, israélite qui vont aller brûler des mosquées, parce que là, vous avez un problème de taille des groupes. On a quand même une des organisations juives très, très, très droite, Mais je vous pense avez des organisations au juives violentes, Liban. Oui, oui. vous avez des organisations juives violentes, bien entendu. Mais tout ça, ça contribue à ce que, une autre partie de la population qui n'est pas immigrée se sente moins française et plus proche d'un autre pays. Mmh. C'est la même logique de destruction des nations. Je vous rappelle que le projet de Soros, Davos, Bruxelles, c'est détruire les nations, car ce sont les nations qui font la guerre.
Donc tout ce qui va dans le sens de la destruction des nations est bon. Et pour l'extrême gauche qui appuie cela, tout ce qui va dans le sens de la destruction de la nation impérialiste française, 4 fois criminelle contre l'humanité, parce que ça, ils ont retenu ça de chez Macron, ça leur a plu, c'est bon aussi. Vous voyez bien que les forces destructrices de la nation française, elles sont très nombreuses. Et donc, il ne suffit pas, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts au Rassemblement national pour apparaître comme la seule force qui n'est pas décidée à mettre fin à la France. Je vais vous poser, je reviens à une question que j'ai posée tout au début par rapport à ce que disait Emmanuel Todd lors de son interview. Mis à part tout ce que vous nous avez déjà dit, si vous étiez au gouvernement, euh, quelles sont les solutions face au problème de natalité qu'on a? C'est-à-dire, Alors, d'un je d'un vous le dis, côté, la hausse de la mortalité. Je répète le cadre pour le public. D'un côté, hausse de la mortalité infantile qui est un très très mauvais ça indicateur. c'est parce qu'on a une politique de restriction des crédits de santé maintenant au profit de la défense, avant au profit des amis milliardaires. C'est les mêmes C'est une d'ailleurs. chose, mais on a une population, un tiers de la population qui est plus de 65 ans, l'âge moyen qui est à 40 et une natalité qui est très faible. Euh, Certains de bonne foi disent bah, il faut qu'il y ait une immigration, sinon on va pas y arriver. Qu'est-ce que vous préconiseriez? Vous savez, quand on a beaucoup, beaucoup de malheur, il y a une chanson d'Alain Chamfort qui dit: «Tout s'arrange à la fin». Ah, quand on meurt, tout s'arrange, là, on n'a plus de problème, on est mort. Voilà. Alors le suicide, c'est effectivement une solution et pour une nation, c'est une solution à ses problèmes. Mais ce n'est pas la bonne. Voilà, ce n'est pas la bonne. Alors, il y a une façon simple de faire, c'est une aide massive au premier enfant, une aide massive au second, une aide massive au troisième et plus d'aide au-delà. Sans considération de revenus. Sans D'accord. considération de revenus. Mmh. Mais vous savez, en France, la réalité, c'est qu'on donne beaucoup plus à ceux qui sont riches. Quand vous avez des enfants, ils vous comptent des demi-parts dans vos impôts. Oui. Si vous êtes smicard, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Si vous gagnez 15 000 € par mois, vous payez beaucoup d'impôt sur le revenu. Et on vous donne beaucoup plus d'argent pour élever vos enfants si vous avez 15 000 € par mois que si vous êtes smicard, où on vous en donne pas du tout, puisque l'impôt sur le revenu, vous ne le payez pas. Donc vous voyez que notre système social, il donne plus à ceux qui ont plus et pas plus à ceux qui ont moins, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi le Conseil national de la résistance a voulu qu'on donne plus à ceux qui ont plus? Parce qu'il a remarqué euh, au cours du XXe siècle, qui était déjà un peu avancé en 45, il a remarqué que quand on ne donne qu'aux pauvres, les riches se débrouillent pour obtenir qu'on supprime ce qui n'est donné qu'aux pauvres. Donc, si quand on donne une aide aux pauvres, on donne la même en un peu plus gros aux riches, alors ils auront intérêt à la garder et les pauvres pourront continuer à en bénéficier. Alors, cette semaine, c'est une information qu'on n'a pas abordée, ici, mais c'est l'occasion d'en parler puisque vous proposez cette solution. Viktor Orban, en Hongrie, a proposé des mesures, que vous considérez comme natalistes, puisqu'il a proposé 50 de réduction de l'impôt sur le revenu au premier enfant et à partir du deuxième, suppression à vie de l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous C'est pensez que pas, c'est une mesure c'est pas raisonnable, c'est trop. bon, en tout cas, C'est une bonne c'est ce qu'ils ont inspiration, proposé. c'est une bonne inspiration, mais c'est trop. Parce que dans ces conditions, tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent vont faire 2 enfants et pas plus. Donc ça va pas renouveler. C'est trop. Mais Donc là aussi par palier. c'est une bonne inspiration. Mmh, d'accord. Heu,
Eh beh, voilà, ça arrive. J'ai perdu le fil de mon idée et impossible de le de le rattraper. C'est Pour un terrible. intervieweur qui, comme vous, a la méthode Denise Glaser, c'est effectivement difficile. Vous savez, Denise Glaser, le temps que vous retrouviez votre idée, une femme merveilleuse qui faisait une émission qui s'appelait Discorama, qui était diffusée le midi du dimanche et les familles étaient rassemblées pour la regarder. C'était une femme exquise qui exprimait d'abord longuement ses états d'âme en prenant des mines et des allures. Elle était une très belle femme et elle était très bien filmée par Raoul Sangla. Et ensuite, au bout d'un certain temps, elle donnait l'occasion à son invité de dire éventuellement un mot ou un autre. Alors, comme c'était souvent des jeunes yéyés qui n'avaient pas une grande conversation et qui ne savaient pas dire grand-chose, euh, ils se contentaient de dire oui, c'est vrai, ou c'est vrai, mais pas toujours. Ou parfois, ils allaient jusqu'à mes parents ont dit la même chose. J'ai retrouvé, mon idée. Est-elle revenue? Voilà, merci beaucoup pour ce coup de main. Dans le contexte d'affrontement qu'on a avec la Russie. Alors je ne parle pas de la responsabilité de qui est responsable du conflit en Ukraine, ni quoi, mais en l'état, nous sommes en état de conflictualité, pour le moins avec la Russie. Heu on a des De tensions discours, de régulières. discours conflictuels, de Pardon? discours conflictuels, de discours Non, mais conflictuels. on a aussi, des affrontements en marge, sur les zones d'influence en Afrique, on a des affrontements, cyber, ce n'est pas que aux marges. La France fournit des armes qui tuent des Russes. Bon, les Russes, ça les énerve aussi et donc mène également des actions contre la France. C'est bien normal, quand on est en conflit, c'est comme ça. Est-ce que, pour revenir à notre sujet, et je veux dire, on a aussi des conflits avec un conflit géopolitique avec l'Algérie. On est régulièrement en tension avec la Turquie, qui a cette arme, en tout cas Erdogan a cette arme de l'immigration euh, prête à être utilisée. Est-ce que vous pensez que l'immigration est un outil consciemment utilisé par ceux avec qui nous sommes en conflit dans le cadre actuel? Est-ce que la Russie et la Turquie, qui contrôlent de facto largement la Libye, la menace turque sur le flot migratoire, les passages de migrants venant d'Afghanistan qui passent par l'Iran ou par la Russie ou la Biélorussie, est-ce que vous pensez qu'ils se disent, bon, ces gens-là ont l'air complètement fous avec leur immigration, autant les aider un petit peu à avoir plus de problèmes? Est-ce qu'ils les poussent? Moi, je vois une immigration utilisée par des dirigeants qui ont des problèmes avec la France, c'est l'immigration algérienne. Là, oui, l'immigration marocaine aussi. La capacité des dirigeants algériens et marocains à peser sur les autorités françaises en indiquant que s'ils ne le font pas, ils feront agir les communautés sur lesquelles ils ont une influence en France pour déstabiliser la situation, c'est une réalité. Vous savez, si les Algériens décident de demander à tous les Franco-algériens et à tous les Algériens résidant en France de participer à une déstabilisation du pays, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Euh, je ne suis pas sûr que les immigrés russes arrivent à faire beaucoup. Ça fera trois cabarets qu'on Non, va non, faire. je suis mal exprimé. Je ne parlais pas des immigrés russes. Je parle ouvrir les flots. Clairement, la Libye, après cette aventure absurde anti-Kadhafi qui a été menée en 2011, est maintenant aux mains d'un côté de la Turquie, de l'autre de la Russie. Euh, Se rendant compte des problèmes que cela crée, ils peuvent aussi bien dire, messieurs les passeurs, c'est par là, direction nord, en avant. Ou faire passer. Parce qu'on a en même temps des Européistes qui sont pour l'immigration et Est-ce en que même temps qui critiquent la Biélorussie parce que la Biélorussie enverrait des migrants. C'est un peu contradictoire, mais oui, je me comporte mal. Si j'étais un vrai artiste yéyé, je vous laisserais parler jusqu'au bout. Mais est-ce que vous pensez que la Libye, dans l'état actuel de ce pays, a un réel moyen de contrôler ce qui s'y passe?
c'est très modeste. Il y a 3 entités qui ne sont pas tout à fait en accord les unes avec les autres, qui ont même tendance à se battre les armes à la main. Certes, là-dedans, il y a une influence russe, oui, il y a une influence turque. Il y a plus d'influence française parce qu'on a trop bombardé, donc ça les a lassés, vous savez. On se lasse des meilleures choses. Et donc, leur capacité à fermer le robinet ou à tenir le robinet ouvert, il est très faible. Il est très faible. Leur capacité centralisée à contrôler ce qui se passe sur leur territoire, elle est faible. Et il faut probablement pas imaginer qu'il y a toute une histoire. Donc vous ne pensez pas que ça puisse être une arme utilisée en cas d'affrontement? Parce que vous avez parlé de l'Algérie, c'est un vrai Pas souci, la mais on a Libye, pas non, la Libye. La c'est Turquie, la Turquie, on a une incompréhension. Je voulais dire que de laisser passer les flux, plutôt qu'autre chose, parce que Kadhafi mais contrôlait les flux. Mais vous la avez Turquie, par exemple, c'est comme l'Algérie, comme vous l'avez dit, la Turquie, a des organisations, on a vu, les tentatives de peser dans l'Allemagne, les élections en l'Allemagne, Allemagne, mais aussi en France, à Strasbourg, plus modérément. Mais néanmoins, on a vu les affrontements avec les loups gris à Lyon, avec les communautés arméniennes. Et là, oui, ce n'est même pas un lâcher de. ils ont le moyen de tuer des Kurdes de temps en temps, oui. Mais, c'est la Turquie, elle a la capacité de dire: «Je laisse le flux passer, vers l'Union européenne», oui. Mais elle a reçu des milliards pour ne pas le faire. Évidemment, l'Union européenne cesserait de donner des milliards. Oh, quoi qu'on ne sait jamais avec Bruxelles. Ils pourraient continuer à donner des milliards même si, la Turquie laisse passer. Ce sont des gens imprévisibles. Tout à l'heure, on a parlé de la Turquie et des événements qui se passent en Turquie et de l'affrontement entre Erdogan et le maire d'Istanbul qui est à l'arrêt. On m'a dit ce matin, une de mes sources, que Erdogan est très 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 fâché, parce il commence à devenir un peu acariâtre au sommet de son pouvoir, et qu'il s'est engagé à un affrontement euh, euh, fort avec Imoglu et, disons, le centre-gauche qu'il représente, et qu'il n'a pas du tout apprécié les soutiens des pays européens et de l'Union européenne à Monsieur Imoglu, maire d'Istanbul, et qu'il aurait dit: «Eh bien, je vais leur faire payer, justement en ouvrant un peu les vannes cet été». Est-ce que vous pensez que ce soit quelque chose de probable ou pas? Je pense que dans le poker menteur, ce qui compte, c'est la parlotte. C'est un jeu de poker menteur. Il va pas le faire, mais Vous allez exiger quelque il chose en retour. annonce qu'il a la carte dans le jeu. Donc pour arrêter de soutenir Monsieur Imoglu contre lui dans l'affrontement qui est en cours. Il y a un côté «retenez-moi ou je fais un malheur». Il n'a pas tellement intérêt à faire le malheur, mais il a intérêt à ce qu'on le retienne. Eh bien, merci Gilles. Euh, on va finir sur Erdogan, retenez-moi, avant que je ne fasse un malheur. On verra ce qu'il en sera. Merci encore une fois Gilles d'être venu en cette matinale du lundi. Merci à vous de Euh, m'avoir invité. euh, et pour vos analyses et vos avis qui sont tranchés et toujours très intéressants. Et on vous dit rendez-vous lundi prochain. À lundi. Eh Au bien, revoir. merci beaucoup. Merci à tous de suivre la matinale et nos émissions sur Fréquence Populaire. Encore une fois, comme on l'a annoncé tout à l'heure, nous sommes à 80 000 abonnés. Eh bien, vous pouvez continuer à vous abonner, à faire connaître Fréquence Populaire, à commenter, beaucoup, beaucoup de commentaires, je vois, euh, euh, et à vous abonner pour ceux qui ne seraient pas abonnés. Si vous êtes déjà abonné sur, par exemple, sur YouTube, où nous avons encore une fois ce matin atteint 80 000 abonnés, vous pouvez aller vous abonner sur TikTok et aussi sur Telegram, où nous sommes beaucoup, beaucoup plus faibles. Pourquoi?
Eh bien, parce que ça assure notre indépendance, de ne pas dépendre de différentes entités, géopolitiques ou de différents milliardaires, quant, à notre liberté d'expression qui nécessairement, j'en suis certain, un jour sera contrainte quelque part. Donc voilà, si vous êtes abonné à un endroit, eh bien, allez vous abonner ailleurs. Ça nous aidera énormément et comme je vous les ai dit, notre objectif est d'atteindre la barre des 100 000 abonnés pour début juin. Voilà. On va voir si on y arrive. Encore une fois, merci à tous et je transmets le flambeau à notre régie ou à Pedro qui doit être là dans le coin, quelque part.